Bienvenue à tous. Ça fait plaisir de voir beaucoup de fesses, de visages familiers. Je suis très excité de vous voir ici, tous ici, pour cette conversation du club des perturbateurs. Je suis le président du groupe Tech Safari. Je couvre tout ce qui est technologie africaine. Je suis focalisé sur des entreprises qui qui essayent de bouleverser le continent avec la technologie, pour avoir un impact massif sur les technologies qui sont utilisées pour pouvoir bouleverser. Nous allons essayer de faire des tirs, des teams avec ces compagnies de technologie. Il y a beaucoup d'entreprises qui investissent pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils essayent de bouleverser cela. Donc, je vais appeler des présidents des entreprises de technologie et des présidents des grandes technologies et savoir comment ils peuvent bouleverser. Et nous allons avoir une conversation de 10 minutes et après, on va inviter tous les entrepreneurs sur le podium pour pouvoir poser des questions. Donc, nous allons commencer. J'aimerais dire avant de merci d'avoir été sponsor de tous ces différents clubs, tous les entrepreneurs qui sont ici. Nous sommes très contents d'avoir des entrepreneurs dans ce forum et je suis très content pour cela. Je vais commencer. Je vais appeler deux géants dans le monde de la technologie. Aïda, qui est le président senior de South Africa. Donc, asseyez-vous. Après, nous allons appeler Raoul Jain, le co-créateur et président de Pitch Payments. Donc, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Asseyez-vous et prenez un micro. Nous allons commencer avec une introduction. Raoul, est-ce que vous pouvez donner une introduction sur vous? Merci. Je suis Raoul. Je suis un des co-créateurs et CEO de Pitch Payments. Nous sommes un service de fournisseur. Nous sommes des fournisseurs de paiement. Tous les services qui veulent fournir des produits, c'est-à-dire des sites Internet, des centres d'appel, où nous, on peut leur fournir des outils de paiement pour pouvoir faire des factures et des paiements pour leur business. Et donc, Aïda, est-ce que vous pouvez nous donner une petite introduction? Je suis Aïda Diarra, je suis celle qui supervise la cycle supérienne de Visa. On aide les compagnies qui ont besoin de paiement dans le monde entier. Nous sommes en partenariat avec beaucoup de parties prenantes dans l'écosystème, des régulateurs, des institutions financières et plus. Fantastique. Donc, on va revenir vers Raoul rapidement et lui demander, Raoul, comment vous êtes bouleverseur dans tout ce qui est technologie, finance. Comment vous soutenez des compagnies qui essayent de pouvoir se créer? Je pense que le plus gros défi pour un de nos entreprises avec lesquelles nous travaillons, c'est de comprendre ce qui se passe dans le marché en fonction du comportement des utilisateurs. Et parce que les utilisateurs attendent des expériences différentes. Par exemple, si on regarde Uber, les paiements sont maintenant derrière le siège. Les paiements ne se font plus comme avant. Et donc, pour tout ce qui est détaillant en ligne, on essaie de voir comment on peut aider ces business-là à pouvoir gérer ces différentes expériences-là. Donc, quand je parle avec ces gros business, c'est vrai que se faire payer est la première étape. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se passer derrière la scène pour pouvoir gérer les repaiements, comment faire face à la fraude. Donc, quels sont les processus que votre business a besoin? La réconciliation, quel type de finances vous avez besoin? Donc, je pense que c'est là que nous rentrons en compte avec ces gros joueurs. Et donc, la vraie valeur que nous apportons à ces business, c'est le processus d'automatisation et cela fait en compte tout ce qui se passe derrière la scène. Et quelles sont les attentes des consommateurs? Parce que vous voulez que les choses se passent rapidement et vous attendez à ce que vous pouvez avoir des résultats. En tant que gros business, disons que vous êtes dans le domaine de la mode.
vous avez besoin de pouvoir amener l'utilisateur sur la page pour pouvoir faire les paiements. Et vous devez comprendre que les clients, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas de patience. Et donc, quand on regarde le point de vue des couturiers, c'est très important de pouvoir les aider parce que ça prend juste des secondes dans le monde virtuel. Donc, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à avoir une réponse rapidement, ils vont rapidement à une autre boutique. Et donc, dans le monde digital, ce n'est pas ce que vous voyez dans le monde physique. Donc, c'est très différent. Merci, Raoul. Aïda, on revient vers vous. Je vais vous demander un peu sur comment est-ce que Visa travaille avec les entreprises et comment est-ce que vous voyez les collaborations entre les larges organisations comme Visa et d'autres petites compagnies comme Pitch Payments et d'autres acteurs. La technologie de finance est le cœur pour pouvoir approcher la région et aussi dans le monde entier. Ce que nous voyons ici comme valeur, c'est un peu de ce que Raoul disait en termes de comment est-ce qu'on peut envoyer les mineurs dans le dernier kilomètre, mettre en ligne, en place tout ce qui peut aider les attentes des différents clients et amener de la rapidité et aussi l'agilité de pouvoir créer des infrastructures depuis le début qui va vraiment apporter un complément dans cet écosystème-là. Parce que la plupart des institutions financières aujourd'hui ont un système qu'ils utilisent pour les opérations qui ne sont pas nécessairement celles qui sont utilisées aujourd'hui, qui peut pouvoir avoir cette capacité. Mais la beauté, c'est que les institutions financières voient ce qui se passe. Donc, il y a une conversation qui doit se passer pour voir comment est-ce qu'on peut intégrer la technologie à une infrastructure pour pouvoir respecter tous les différents critères et exigences. Donc, nous regardons notre capacité, nous regardons nos capacités et souvent, on essaie d'attirer plus de partenaires dans l'écosystème et nous le faisons dans le contexte de la numérisation des paiements au niveau du gouvernement, comme nous l'avons fait au Kenya et en Éthiopie. Donc, on essaie de réunir les technologies financières et les institutions financières pour pouvoir les aider, pour voir les capacités en termes de paiement. Et je pense que c'est très important pour aller dans la prochaine question. Et on peut aussi donner des exemples pratiques. Qu'est-ce que Visa a, comment Visa peut créer un partenariat avec Pitch Payment, par exemple, ou une autre technologie financière? Nous avons beaucoup de partenariats, que ce soit dans tout ce qui est accepté, disons, que ce soit numérique ou que ce soit dans les ventes en détail. Les boutiques en détail ou même en termes de crédentiels aussi. Donc, les technologies financières ont vraiment aidé à pouvoir aider les clients à pouvoir intégrer ce système-là. Mais il y a une infrastructure qui doit être créée pour pouvoir créer de nouvelles manières pour pouvoir faire les paiements. Et c'est quelque chose qui est très critique pour pouvoir fournir, par exemple, des opportunités de remittance de frontière à frontière pour le mouvement de l'argent. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que toutes les parties prenantes sont en thème avec le fait que nous devons travailler ensemble. Comment est-ce que cela se fera dépendant de ce qu'on essaie de pouvoir développer et aussi la structure, le cadre réglementaire et voir comment est-ce que tout le monde peut embrasser cela. Raoul, comment est-ce que vous voyez les potentialités de collaboration comme par exemple avec Visa? Désolé, je ne voulais pas pointer directement vers Visa, mais une organisation comme Visa, par exemple, est-ce qu'il peut vraiment vous aider à pouvoir bouleverser l'espace et vous apporter plus de valeur? Oui, ça a toujours été de pouvoir tirer profit de la force dans la chaîne de valeur. Et c'est ce que Visa apporte dans le réseau. Il nous apporte de
l'opérabilité et c'est ce qui est le pouvoir de la plateforme. Ça nous permet de pouvoir participer dans un espace où avant c'était juste les banques ou beaucoup d'institutions financières. Je pense que pour nous, la manière qu'on essaie de démocratiser le commerce digital, c'est pour donner un accès égal pour les PME et les grandes entreprises. Donc pour nous, où est-ce qu'on pense que les parties les plus critiques de cette chaîne de valeur, disons là où les processus de pitch payment, il n'y a pas de visa parce qu'à la fin de la journée, les banques n'existent toujours pas. Donc pour nous, c'est une nécessité de pouvoir travailler avec eux. Donc on va écouter maintenant des applaudissements pour nos panélistes, Raoul et Aïda. Merci. Et j'aimerais présenter nos deux prochains panélistes. Johanna Michel, la fondatrice et présidente de Kasha Global. Et aussi Mathurin Choumi, le président de Pharma International Area Aid Africa. Donc, nous allons commencer avec une présentation rapide, essayer de nous parler de nous et ce que vos entreprises font. Salut tout le monde, je suis Johanna Michel, je suis la fondatrice et présidente de Kasha. C'est une plateforme digitale qui vend et livre des produits pharmaceutiques et des produits aussi de foyer. Et donc, ça cible des populations dans plus de 5 pays en Afrique. Nous faisons la livraison au dernier kilomètre. Nous avons un large réseau de distribution. Mais la partie la plus importante, c'est que tout peut se faire de façon digitale. Donc, on peut pouvoir regarder dans tout le pays quels sont les produits que la population préfère, quelle est la démographie, qu'est-ce qu'ils choisissent plus et pourquoi. Et donc, nous utilisons le digital pour pouvoir avoir une bonne chaîne d'approvisionnement. Mathurin, une présentation rapide. Je suis Mathurin, je travaille pour Roche, pour tout ce qui est diagnostic pharmaceutique. Nous sommes un fabricant mondial de tout ce qui est dans le monde de médecine. Je représente l'Afrique de tout ce qui est une opération internationale. Nous sommes dans plus de 50 pays dans le monde entier. Et la question des problèmes en Afrique sont très importants. En Afrique, avec d'autres collègues, on essaie de s'assurer que tout ce qui est diagnostic de la médecine est très important. Et donc, Johanna, essayons de voir comment est-ce que Kasha soutient toutes ces entreprises qui distribuent les produits pharmaceutiques. Vous avez parlé de comment est-ce que vous travaillez avec des institutions pour les aider à pouvoir accroître. Oui, nous avons des entreprises qui font partie de notre business. Nous travaillons avec des fabricants pharmaceutiques et nous allons dans le marché. Nous les aidons à pouvoir accéder de nouveaux marchés rapidement, de façon plus efficace et de manière plus efficiente aussi. Et pour cela, nous utilisons beaucoup de technologies digitales que nous avons construites pour avoir un tableau de bord, pour regarder dans tous les différents pays où est-ce que sont les différents clients, le paysage aussi de leurs compétiteurs. Nous ne voulons pas compétir, on ne veut pas fabriquer, on a les mêmes buts, on veut permettre l'accès. Et donc, on va créer des produits de qualité pour assurer qu'ils peuvent bien, que leur marque est protégée et que les produits vont où ils doivent partir et qu'ils sont aussi abordables. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Et dans ce processus de collaboration, est-ce que vous essayez de réduire les coûts pour ceux que vous aidez à vendre les produits ailleurs? Je pense que c'est un moment très intéressant parce que pour tout ce qui est fabricant pharmaceutique, ce qui est traditionnellement fait, c'est qu'il y a un distributeur clé dans le marché et la plupart du temps, ils sont exclusifs. C'est là que tous les produits vont. Là, donc, un défi avec ce modèle, c'est que ce distributeur ne connaît pas la génération de demandes parce que les personnes doivent aller vers le distributeur et il y a beaucoup d'intermédiaires dans plusieurs zones. Et donc, ce n'est pas vraiment abordable pour beaucoup de personnes.
Et je pense que là où nous pouvons vraiment avoir un partenariat, c'est s'assurer que on peut aller directement à ces consommateurs, à ces pharmacies-là, et pour que ces produits soient abordables, pour avoir une transparence au niveau des prix. Parce qu'on peut développer et débloquer un marché plus large afin que ce soit non seulement plus rapide, mais vous pouvez aussi accroître et agrandir votre business. Donc, ça permet de grandir votre taille du marché parce que le marché est grand. Quand vous regardez un peu le diabète, la diabète et l'hypertension, ils n'ont pas assez de diagnostic, ils n'ont pas de clinique mobile. Donc, on ne peut pas voir vraiment la vraie taille du marché et on les aide à pouvoir faire cela. Donc, comment est-ce que Roche aide à faire que vous pouvez vraiment être plus efficace en termes de technologie pour pouvoir réduire tout ce qui est intermédiaire? Donc, Monsieur Mathurin, on veut savoir un peu comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises technologiques et comment vous pouvez aussi travailler avec des petites entreprises technologiques. Pour répondre à votre question, je vais peut-être revenir à ce que Visa a mentionné plus tôt. Nos missions, qu'est-ce que ce soit avec les scientifiques dans les laboratoires ou les fabricants aussi à l'usine ou nous-mêmes dans le marché, c'est de s'assurer que nous faisons ce qui est nécessité dans le futur. Parce que en 27 ans, Roche a été l'entreprise qui suit la science. Donc nous avons cette capacité scientifique. Joanna, quand j'ai parlé avec vous tout à l'heure, j'ai vu qu'est-ce que nous avons besoin dans le futur. Ce n'est pas forcément la science, mais c'est ce qu'elle est en train de faire. Comment assurer que le patient a les médicaments? Nous n'avons pas cette capacité. Et souvent, la réglementation ne nous permet pas de le faire. Et par exemple, nous venons à Kobe peut venir nous aider pour savoir ce que nous pouvons faire pour que nous puissions être plus efficaces dans tout ce qui est pouvoir minimiser les coûts. Je pense que c'est très important ce que vous dites parce que votre technologie n'est pas juste scientifique, ça permet aussi de réduire la chaîne d'approvisionnement et de produire de la valeur. Je pense que c'est très important. Et on va venir maintenant sur la dernière question. Comment est-ce que vous voyez des collaborations potentielles avec Kasha ou d'autres entreprises qui pourraient vous aider à distribuer de façon plus efficace? Et plus encore, comment est-ce que vous voyez des potentielles collaborations avec d'autres entreprises telles que Roche? On a eu une très bonne conversation ce matin et je pense que c'est très important pour le CEO Forum parce que ça permet de réunir tous ces PME-là telles que femmes. Et je pense que c'est important pour Kasha Global parce qu'elle a été créée en tant qu'une grande entreprise pour être dans le marché global. Et donc, on veut cette puissance-là pour pouvoir avoir un partenariat avec des organisations mondiales. Et donc, ça sera une opportunité vraiment qui va changer et nous aider à pouvoir bouleverser l'espace. Et c'est ce que nous voulons tous. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses pratiques dont nous avons parlé et nous avons réfléchi beaucoup sur le long terme et il y a des opportunités très excitantes. Et aussi dans notre domaine, parce que le domaine de la santé, traditionnellement, est un espace qui est très conservatif. Vous avez besoin, celui qui a la blouse blanche pour prendre soin de vous. Et cet état d'esprit-là doit vraiment changer. Le distributeur traditionnel doit aussi changer. Parce qu'actuellement, il pourrait nous coûter plus de faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, la conversation que nous avons eue ce matin, c'est comment est-ce que nous pouvons mettre en contact les grosses compagnies avec ses partenaires, essayer de voir comment deux partenaires peuvent pouvoir résoudre un problème et pouvoir aussi créer de la valeur qu'on peut partager de façon égale. Et pour moi, cet état d'esprit-là est clé, où on peut venir se mettre ensemble et résoudre le problème pour le patient. Merci beaucoup. Des applaudissements pour Mathurin et Joanna. Allez-y. Brilliant. And just a heads up that Alors, à la fin, nous allons donc inviter 3 entrepreneurs pour poser des différentes questions. Veuillez mettre ça dans vos agendas. Sur ce, j'aimerais donc appeler Sir Vane, le responsable de Moyen-Orient et Afrique, au podium. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut serrer la main ou bien
Alors, on va commencer avec une petite introduction. Donc, vous pouvez commencer. Je m'appelle Sylvain Pliba, je suis responsable de la région Moyen-Orient et Afrique d'Aciba Logistique. C'est une entreprise de logistique qui est donc dans le transport maritime, aérien, transport terrestre, aussi bien que l'entreposage et la logistique. C'est une entreprise mondiale, mais je suis responsable pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Oui, bonjour, je m'appelle Leila, je suis la présidente de l'État. Ce que nous faisons, c'est d'offrir des services pour optimiser la logistique. Donc, vous, lorsque vous terminez, moi, je continue donc le parcours des marchandises afin que les marchandises puissent entrer en possession, enfin, que les consommateurs puissent entrer en possession des marchandises. Nous fournissons la technologie et nous sommes capables, n'est-ce pas, de réduire le coût de la logistique. Alors, très rapidement, dites-nous un peu davantage sur comment est-ce que l'État perturbe la logistique. Oui, je vais donner un peu un exemple par rapport au client avec lequel on travaille. C'est donc un grand pâtissier kenyan. Il est dans la vente, n'est-ce pas, de pain. Il distribue sur les établissements scolaires, le supermarché. Ils ont également une grosse flotte, près de 100 camions. Et puis, ce qu'il faisait avant, c'était un peu un processus trop manuel pour s'assurer que tous les produits puissent arriver au niveau des camions, le transport, etc. Et puis, vous n'êtes même pas sûr que les clients seront en possession donc de marchandises. Et c'est à ce niveau que nous avons vu la nécessité d'optimiser, de numériser les activités. Donc, par exemple, le chargement des conteneurs ou bien des camions permet donc d'optimiser les camions. Et puis, les camions vont presque vides, sinon à moitié plein. Et puis, nous avons également la traçabilité du routage, voire par exemple le trajet le plus simple à prendre. Et puis, on a donc réduit, n'est-ce pas, les charges à plus de 20%. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Ce n'est pas simplement un petit pourcentage, mais nous intervenons dans l'amélioration de la logistique. Et puis, ce n'est pas simplement le coût qui est optimisé, mais il y a aussi le service qui est donc offert vis-à-vis du client. Et je pense que c'est la partie la plus intéressante parce que nous savons que, vous savez, la charge de paiement, ça implique la confiance. Et puis, ce que nous faisons maintenant, c'est d'innover. Et puis, je pense que ça se passe partout dans le monde entier, au-delà de l'Afrique. Il est donc très important de voir comment est-ce que nous pouvons distribuer, comment bâtir la confiance en tant que client, comment être sûr des services qui sont offerts. Voilà un peu ce que nous faisons. Merci infiniment. J'aimerais savoir, Sylvain, que pensez-vous de la technologie, par exemple la numérisation, l'intelligence artificielle, afin d'améliorer le fonctionnement de votre logistique? Oui. Bon, l'industrie des logistiques, en ce moment, connaît une transformation très importante. La technologie est au centre, par exemple. Et puis, dans ce cadre, les grandes organisations ou les grandes entreprises ont tendance à chercher l'appui des startups technologiques afin de trouver la bonne technologie pour résoudre leurs problèmes ou bien pour les aider dans leurs activités. Alors, il y a des entreprises, notamment CMS-GM, qui est donc une compagnie un peu fêtière de la cima logistique. Ils ont lancé, il y a 10 ans de cela, une espèce d'incubateur tout en un qui visait à promouvoir les startups en apportant la technologie afin de résoudre ou d'améliorer ou d'accroître la partie technologique de la logistique. Alors, les zones de connectivité entre la technologie et la logistique peut, par exemple, être relevées de la pérennisation, la carbonisation, la décarbonisation, autant pour moi, qui est donc à la croisée des chemins entre la logistique, notamment la transition énergétique, la gestion de la flotte, la manutention de toutes les technologies, notamment l'Internet des objets, la capacité de gérer les grandes flottes de camions ou bien d'actifs ou bien de patrimoine. Par exemple, la ligne maritime où l'entreprise peut par exemple avoir des centaines de conteneurs et donc la technologie permettra
de réduire la complexité et de créer davantage de visibilité, d'optimiser la flotte et de réduire les coûts et même l'empreinte carbone. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez donc le croisement entre la logistique et la technologie. Je vais vous prendre un autre domaine. L'automatisation, la numérisation, n'est-ce pas, qui est devenue de plus en plus dématérialisée. Vous voyez par exemple le mouvement des cargaisons traverse donc des processus sans papier, donc dématérialisés. C'est un peu comme la blockchain. Et voilà, voilà donc la technologie est donc au centre dans la logistique. Oui, il faut également dire qu'il y a des compagnies, des organisations qui ont également des incubateurs. Ça permet donc de renforcer et de développer d'autres entreprises pour faire face à ce défi. Bon, j'aimerais donc ouvrir un peu les discussions. J'aimerais poser la question sur les méthodes pratiques qui nécessitent la collaboration, par exemple, dans votre espace. Par exemple, de façon pratique, comment réduire la technologie dans votre activité, par exemple? Vous savez, on a couvert différentes façons, la totalisation de la logistique, la blockchain, l'intelligence artificielle. Mais comment on peut le faire dans votre domaine? Comment est-ce que vous pouvez intégrer avec des entreprises telles que Seva ou bien d'autres entreprises qui sont intéressées? Écoutez, je peux mentionner quelques exemples au sens pratique. Nous offrons quelques avantages vis-à-vis de nos clients en termes de logistique pour mesurer par exemple l'empreinte carbone. Par exemple, un porteur de la Chine vers Mombasa peut réduire donc la chaîne carbone et ça permet également de réduire les émissions. Par exemple, en termes de mobilité, nous avons des camions électriques, des cargaisons électriques et voilà. Et même au dernier maillon, nous avons donc la livraison. Vous savez que la technologie se trouve donc au cœur de ce que nous faisons. Donc, la numérisation de la distribution des marchandises, surtout dans le domaine du commerce des détails et même dans les opérations d'entreprise à entreprise, les B2B. Voilà, donc d'un côté, nous avons l'offre et la demande et d'autre part, c'est un peu à ce niveau que la technologie a lieu avec les startups. Merci infiniment. Oui, je suis d'accord. Vous avez déjà mentionné que nous travaillons avec les entreprises, les distributeurs. Et comme je l'ai dit, il faut dire que les processus sont généralement manuels. Il suffit simplement d'injecter les bonnes technologies et ça nous permettra de faire un bond à l'avant. On n'a même pas besoin de toucher à l'intelligence artificielle, même si l'intelligence artificielle nous aide, n'est-ce pas, en arrière-plan, mais par exemple, le routage est très complexe partout dans le monde entier. La traçabilité, comme vous voyez, par exemple, aux Pays-Bas, où nous avons un très bon système. Et même malgré cela, il y a toujours des manques d'informations et parfois, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour combler tous les vides en termes donc de données. Et c'est ce dont nous avons besoin afin d'offrir des bonnes estimations en termes donc de routage. Donc, voici un peu quelques exemples. Je pense que ça a l'air simple, mais je pense que l'intelligence artificielle nous aide beaucoup vers la fin afin d'avoir une planification de livraison envisagée. Oui, merci infiniment pour tout le monde. Je vous encourage donc de rester au podium. J'aimerais donc à appeler les autres perturbateurs. We do need one more chair. Can we get that, please? There was another one. Yeah, they moved it, the sofa. So once we get our extra chair, we'll invite Rahul. En attendant, on va donc appeler Wabo. Mais pour l'heure, vous pouvez poser vos questions si vous avez des préoccupations. Si vous avez des questions vis-à-vis donc des orateurs par rapport au service de perturbation. Yeah, yeah, I think so. Oh, here we go. Yeah, right on cue. Yeah, it'd come through. Oh, and you can share it. I'm not Cool. sure if this one is working. Any questions here for our disruptors? You can put your hand up. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Cool. All clear. Okay, we have one here from Layla. Let's hand her a mic.
Most of the innovation. Vous savez, la plupart des innovations proviennent donc des petites entreprises technologiques. Donc, j'aimerais me demander comment collaborer dans cette culture pour intégrer le monde des entreprises. Je pense que ça fait partie des principaux défis auxquels vous êtes confrontés, n'est-ce pas? Oui, cette question est très pertinente. Oui, je peux prendre un exemple. Par exemple, nous avons la collaboration avec une entreprise et voilà, la personne vient de quitter. Nous travaillons avec Mastercard Foundation. Ils sont dans l'investissement donc des fonds propres. Et puis, moi, j'aime bien leur programme de start-up. Et puis, j'en ai vu quelques exemples. Je pense que c'est un bon programme parce que c'est très pratique. C'est très pratique de créer des partenariats de façon commerciale ensemble. Et on les appelle les StirPath. Et vous avez donc un responsable de compte qui vous permet donc de naviguer l'organisation, ce qui est quand même très utile. Il vous aide également à vous imprégner de leur stratégie, la stratégie de l'entreprise, ce qu'ils veulent faire, etc. Mais il faut dire que c'est toujours un exemple très simple. Nous avons donc les partenariats commerciaux et grâce à cette méthode pratique, nous arrivons à travailler ensemble. Et puis parfois, c'est très difficile lorsque nous avons par exemple un programme de start-up et malheureusement, il n'y a pas assez de retombées. Par exemple, les indicateurs clés de performance ne sont pas au compte. Donc, en tant que start-up, on doit être pratique, on doit partager des résultats et les entreprises doivent comprendre ce que nous faisons. Oui, c'était une question très importante. Bon, écoutez, je pense que nous faisons presque la même chose. Nous essayons de faire en... C'est vrai qu'ils viennent auprès de nous parce qu'ils voient donc les avantages, mais beaucoup d'entre nous, c'est par exemple, si nous avons un système, de savoir si ça fonctionne ou pas. On sait que ce n'est pas simplement de la technologie, mais il faut également des recommandations, différents changements qui sont nécessaires. Et c'est ce que nous avons besoin dans l'espace de la logistique. Nous avons l'entreprise de transport, mais aussi des autres équipes, la finance, la gestion de la flotte. Nous avons que tout le monde puisse être là afin de réaliser donc le changement et de profiter de la technologie. Voilà, donc nous avons de très bonnes équipes dans les différents pays dans lesquels nous intervenons. Et puis, parfois, ça prend quelques semaines pour être sur le terrain, pour former des personnes. C'est ce que nous faisons. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe avec vous, avec les banques, mais... Alors, pour moi, je pense que c'est beaucoup plus formel. Donc, une fois que tout est prêt, tout le monde veut collaborer avec vous. C'est pourquoi j'ai dit que ça nous a pris une année afin que l'une des banques sud-africaines puisse travailler avec nous. Voilà, donc à chaque fois, ils nous disaient toujours la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Et aujourd'hui, nous avons donc élargi nos champs sur le continent. Et aujourd'hui, ils ont dit oui, on sait qui vous êtes, etc. Donc, je pense que nous faisons partie des grandes banques en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, c'est formel. Donc, vous voyez que parfois, ça nécessite quelques efforts des individus. Et je ne sais pas si cette mémoire existe dans les plus grandes organisations. Mais vous êtes généralement confronté à cette difficulté. Mais je vois que ça devient de plus en plus une réalité partout. Il y a beaucoup de clients, par exemple. Lorsque quelque chose est nouveau, quelque part, ça permet de changer la donne. Maintenant, il faut continuer à faire grandir l'entreprise. Et puis, nous avons remarqué qu'il y a également des champions. Donc, il y a des individus... qui sont désireuses d'être vos camarades, vos collaborateurs. Oui, merci de nous avoir parlé un peu de comment est-ce que vous avez pénétré le marché, comment est-ce que vous avez accepté le changement dans votre plateforme. Oui, c'est un partenariat à long terme, c'est ce qui est très important. Il ne s'agit pas simplement de le faire pendant 1 mois ou 2 mois, mais c'est des choses qui vont durer plusieurs années. Vous commencez avec la partie la plus difficile, c'est-à-dire l'intégration, mais après, il y a des améliorations et en tant que start-up, vous avez un partenaire technologique dans les grandes entreprises.
Oui, voilà, je vois donc l'effet de réseau et je vois que la méthode donc de bouche à oreille est également intégrée dans votre système. Alors, pour revenir un peu auprès de l'audience, est-ce que vous avez des questions? Merci, je m'appelle Maria. Je suis dans la transformation alimentaire. Nous offrons également les matières premières et nous fabriquons des produits cosmétiques, etc. Donc, j'aimerais savoir, par rapport à Rocher, autant pour moi, comment vous travaillez avec les jeunes entrepreneurs? Comment est-ce que les entreprises améliorent les produits qui sont fournis à l'échelle locale? Parce que quand on voit ce que vous faites, nous voyons que ce n'est pas différent de ce que d'autres distributeurs font. Donc, je suis quand même très intéressé de savoir comment est-ce que vous arrivez à contribuer à satisfaire le développement local des entreprises locales, surtout les toutes nouvelles, les plus petites. Et concernant les pharmacies, comment est-ce qu'ils arrivent à contribuer à la fabrication des médicaments faits en Afrique, mais aussi pour les médicaments de qualité premium? Merci infiniment. C'est une très bonne question. Alors, nous nous focalisons généralement pour le segment des clients à revenus moyens. Et puis, nous donnons aux clients ce qu'ils veulent. Voilà. Ce qui est très intéressant, surtout au niveau donc de l'espace des FMCG, la plupart des clients préfèrent des produits fabriqués localement, en Afrique de l'Est. Si vous voyez par exemple les transporteurs les plus rapides, vous allez voir que généralement, c'est la donne. Et je pense que c'est une question de génération. Le Rwanda, par exemple, est un marché très loyal qui nous permet d'introduire de nouveaux produits. Alors, du côté donc pharmaceutique, c'est différent. Vous savez, les produits pharmaceutiques n'ont pas toujours été fabriqués en grand nombre. Et je pense que ça vient également sur la qualité. On travaille avec les fabricants locaux et puis donc le risque est beaucoup plus générique. C'est beaucoup plus coûteux, enfin moins coûteux lorsque vous les fabriquez en Afrique, et donc avec les produits génériques qui viennent de l'étranger, et les clients sont très conscients du prix. Pour vous donner un peu des chiffres, vous avez par exemple des marques bio, et nous avons commencé à travailler avec une marque particulière au Rwanda, et ensuite nous sommes lancés vers le Kenya, et nous avons apporté leurs produits pour distribuer dans d'autres marchés. Voilà, donc je pense qu'il y a en définitive des solutions pour atteindre donc, le marché à l'échelle. Les produits doivent être exacts, les prix doivent suivre, et en fin de compte, si vous aidez le client dans ce produit, ils seront contents. Oui, fantastique. On va prendre peut-être une toute dernière question. Y a-t-il des questions de la part de l'audience? Alors, moi, j'ai une question pour vous. Alors, je suis curieux de voir un peu, par rapport à ce que vous avez dit, parlons un peu des grandes institutions, le rapport avec les entreprises technologiques. Est-ce que vous pensez que la valeur des entreprises émergentes trouve satisfaction dans cet espace quand vous vous exprimez avec vos clients, vos collaborateurs? Est-ce que vous pensez qu'ils comprennent la valeur de collaborer avec elles? Ou bien est-ce qu'ils ont l'air de vivre dans l'oubli, dans le déni? Enfin, je pense que selon le niveau de collaboration, est-ce qu'ils prennent du temps pour collaborer avec vous? Est-ce que vous comprenez ma question? You have to solve a problem, right? Oui, je pense que le problème, ce n'est pas la technologie. La technologie n'est qu'un moyen pour atteindre l'objectif. Nous sommes pertinents parce que nous arrivons à résoudre un problème. Et le jour où on arrête de résoudre les problèmes des entreprises, eh bien, nous allons tomber en faillite parce que quelqu'un d'autre va trouver une solution à leurs problèmes.
Donc, il faut comprendre quel est le défi que nous essayons de résoudre, parce que nous avons toujours des clients. Aussi longtemps que vous le faites, eh bien, ils auront toujours envie de collaborer avec vous. Si vous vivez avec ce problème, et s'ils veulent s'asseoir, avoir une conversation avec vous, eh bien, ils sauront de quoi il s'agit. Mais si vous n'avez pas été capable, cela n'en vaudra pas la peine, parce que quelqu'un d'autre va pouvoir le résoudre à votre place. Bon, écoutez, moi je pense que ça dépendra du niveau où vous êtes dans l'organisation. Vous ne pouvez pas aller de façon ascendante. La règle, c'est de ne pas perturber, n'est-ce pas, l'activité. Et vous avez besoin de trouver des champions au niveau donc de la compagnie. Et donc, le leadership doit également être novateur, réfléchir à haute voix, voir un peu comment être entrepreneur et innovateur. Donc, il y a une navigation par rapport à cela. Et puis, il y a également d'autres critères à prendre en compte. Bon, oui, il y a également... nous avons vu cela avec l'expérience que nous avons depuis 15 ans. Nous avons également bouleversé le domaine financier. Et puis, la logistique, ce qui se passe dans la logistique et également ce qui se passe partout. Effectivement, nous avons besoin de toutes ces solutions. Il y a des gens qui nous contactent directement, d'autres nous intervenons et ils souhaitent d'avoir collaboré avec nous. Mais je pense que tout peut prendre du temps. Peut-être de façon un peu beaucoup plus traditionnelle avec les distributeurs, les FMCG. Et puis, lorsque une autre génération prend le dessus, nous voyons la nécessité de mettre en place des technologies, etc. Donc, je pense que c'est un mélange, mais je pense que la tendance est déjà là et c'est ce qui en va de l'Afrique et du monde. Écoutez, merci infiniment. Nous allons vous remercier. Merci pour cette discussion de panel. Cool. Thanks.